Bienvenue dans cette deuxième interview. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laetitia Guibert. Aujourd'hui, on va parler mobilisation et passage à l'action. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Anaïs Le Siour, je suis fondatrice de Néo-Écolo et j'accompagne les professionnels qui promeuvent les gestes écologiques et les gestes liés à la santé environnementale à catalyser les changements de comportement. Et pour ça, j'utilise les savoirs, les savoir-faire et savoir-être des sciences psychosociales et ce que moi j'appelle l'accompagnement au changement écologique. Et aujourd'hui, j'accueille Laetitia pour justement aller creuser cette question de la mobilisation et du passage à l'action. Laetitia, déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours et ce que tu fais? Oui, avec plaisir, merci Anaïs. Du coup, Laetitia Guibert, moi je suis une ancienne consultante en RSE et en développement durable. Du coup, j'ai été diplômée d'un master en RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Et j'ai fait le début de ma carrière professionnelle dans ce milieu-là. J'ai été notamment consultante en RSE pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, en fait, j'ai fait le constat que la conduite du changement de pratique, la conduite du changement de comportement au sein des organisations était compliquée. Moi, j'accompagnais plutôt l'aspect stratégique, donc faire en sorte de mettre en place des plans d'action, des indicateurs de suivi sur les démarches de RSE, former aussi différents publics. Mais je me rendais compte que le passage à l'acte, le passage vraiment de j'ai l'intention de changer à je change concrètement dans mes pratiques de tous les jours, était compliqué et que généralement il n'était pas souvent fait. Donc je me suis beaucoup posé de questions, j'ai essayé de trouver des réponses à ces questions et je les ai trouvées dans les sciences cognitives et comportementales, qui est une science assez nouvelle, hein, qui date des années 1970, qui explique concrètement comment fonctionne le cerveau, comment on prend nos décisions, qu'est-ce qui conditionne nos comportements. Et j'ai trouvé plein de clés de compréhension dans ce milieu-là, et j'ai décidé de créer un accompagnement à la transition écologique notamment sur et à travers l'approche neurocognitive et comportementale. Super. Voilà. C'est passionnant. C'est des sujets qui sont, oui, source de réponses pour voilà, catalyser les changements et je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Euh, du coup, moi, j'ai une question qui revient tout le temps de mes clients et puis d'autres personnes qui viennent à moi. Mais Anaïs, comment on fait pour mobiliser et toucher un public non sensibilisé? On n'y arrive pas, comment on fait? Et du coup, c'est avec cette question un peu que j'ai envie de, voilà, de démarrer cette interview et avoir du coup ton regard avec les approches neurocognitives et comportementales. Complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer de l'intention à l'action, pour vraiment transformer les pratiques, pour transformer nos modes de vie, il faut 2 choses, il faut 2 critères. Le premier critère, c'est il faut être informé. Il faut avoir connaissance de ce qui se passe, connaissance qu'il y a une crise écologique, une crise climatique en cours, une crise sociale, et du coup avoir cette information-là. Sur ce point, il s'avère que globalement, les Français savent. Il y a une étude de l'ADEME qui a montré que aujourd'hui, il y a 2 tiers des Français qui se déclarent soucieux de la protection de l'environnement, et il y a 80%, même 85% d'entre eux que c'est en modifiant de façon importante nos modes de vie que l'on empêchera la dégradation de l'environnement. Donc globalement, on voit qu'il y a une grande part des Français qui sont au courant. Après, être au courant, c'est une chose, il faut savoir aussi avoir envie et avoir l'intention de passer à l'acte. Mmh. Euh, les personnes qui n'ont pas cette intention-là, qui sont conscients mais qui ont pas l'intention de changer, ce sera compliqué de les faire avancer. Par contre, ceux qui ont l'intention, il faut les accompagner dans cette intention. Parce que ce qui est important, c'est de savoir que c'est pas parce qu'on a l'intention de changer qu'on change. Il y a beaucoup de perditions dans le passage à l'acte. Globalement, hein, sur 10 personnes qui ont l'intention de changer, on va en avoir 5,3 en moyenne qui vont agir et 4,7 qui ne vont pas du tout agir. Donc il y a quand même une grande perdition. Moi, ma recommandation, c'est plutôt de dire accompagnons et facilitons le passage à l'acte des personnes qui ont l'intention de changer. Les personnes qui n'ont pas l'intention, dans tous les cas, elles seront amenées un jour à changer. C'est ce qu'on appelle la courbe du changement de paradigme. Au plus il y a un nombre important de personnes qui changent, au plus la masse change et on arrive à un point de bascule où de toute façon je suis. Donc moi, ma recommandation, c'est plutôt facilitons le passage à l'action, le passage de l'intention à l'action des gens qui ont envie et qui ont l'intention de changer,
plutôt que perdre beaucoup d'énergie à essayer de faire changer des gens qui, de toute façon, n'ont pas l'intention de le faire. Je te rejoins totalement là-dessus. Et du coup, si on pourrait préciser que c'est pas un public, comment mobiliser un public non sensibilisé, parce qu'en fait, ceux-là, vous arriverez jamais à les toucher en menant vos propres interventions. Il faut passer soit par des relais d'acteurs, soit par de la grande communication grand public. Et effectivement, mieux vaut mettre son énergie là où c'est plus facile du moins et utiliser le processus naturel du changement et que en gros ces personnes-là vont changer quand la masse aura changé et effectivement dire bah, comment on mobilise les publics qui ont envie de changer et comment on les aide à agir. Donc je trouve ça bien déjà d'introduire ça et de repréciser qu'en fait la majorité des gens le savent et c'est plutôt comment on passe du constat à l'action. Et du coup là-dessus est-ce qu'il y a des outils, des clés issues des sciences voilà, cognitives pour accompagner? Donc, il y en a plein, mais je pense que tu vas m'en parler d'une en particulier. Il en existe, il y en a à mon avis encore plein d'autres à découvrir, hein, parce que c'est une science assez nouvelle. Ce qu'il faut savoir globalement sur l'approche comportementale et l'approche cognitive, c'est d'abord comprendre le fonctionnement du cerveau. Comment sont conditionnés nos comportements. Globalement et très schématiquement parlant, nos comportements ils sont conditionnés par deux modes mentaux dans notre cerveau, le mode automatique et le mode adaptatif. Le mode automatique, c'est le mode mental le plus ancien de notre cerveau, et il conditionne aujourd'hui plus de 90% de nos prises de décision. Alors il y a beaucoup de liens entre les deux, hein, mais il est responsable de plus de 90% de nos décisions quotidiennes. Or aujourd'hui, on prend plus de 35 000 décisions par jour globalement. Généralement, il nous fait prendre des bonnes décisions. C'est pour ces raisons qu'on est encore en vie et qu'on est encore là aujourd'hui. Mais parfois, il base les prises de décision sur des raccourcis mentaux qui parfois peuvent être trompeurs ou faussement logiques. C'est là qu'intervient notamment toute cette notion de biais cognitif, si vous en avez déjà entendu parler. Donc les biais cognitifs, il y en a plein. On en recense plus de 200. Il y en a une dizaine qui sont, on va dire, les plus connus. Ces biais cognitifs, ils peuvent nous entraîner à faire des erreurs et du coup à freiner un petit peu l'adoption de comportements qui vont plutôt dans le sens de la transition écologique. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt être toujours en utilisation de notre deuxième partie du cerveau, qui est la partie adaptative, qui est la partie préfrontale, qui nous permet de prendre du recul, d'imaginer des solutions créatives, d'analyser, de planifier. Donc voilà, il y a toutes les ressources, on dispose d'un point de vue cognitif, toutes les ressources nécessaires pour finalement aller vers l'action, aller vers le changement de comportement, etc. Mais voilà, le problème, c'est que des fois, le système se grippe un peu et on fonctionne plus en automatique qu'en adaptatif. Donc, une des solutions, c'est notamment d'essayer d'aller contourner, de tromper un petit peu nos biais cognitifs, de tromper notre partie automatique pour l'amener dans le sens voulu. Et ça, c'est un des exemples que l'on a à travers le nudge, notamment. Alors, le nudge, ça veut dire coup de pouce. Ça a été inventé par un Américain qui s'appelle Richard Taylor. L'objectif du nudge, c'est d'inciter de manière très douce un comportement sans l'obliger, c'est-à-dire en laissant la liberté à la personne de le suivre ou de ne pas le suivre, et que ça soit non coûteux. Le nudge le plus connu, ce qui a fait connaître globalement le nudge, c'est ce petit sticker de mouche qui était collé dans les urinoirs des garçons pour les encourager à viser au milieu et pas à l'extérieur. Donc, très efficace. Très efficace. Donc ça montre un petit visuel extérieur peut finalement donner un petit coup de pouce et orienter un comportement dans un sens déterminé sans obliger la personne à le faire. Si j'ai pas envie de viser la mouche, j'ai le droit de ne pas viser la mouche. Et on obtient ainsi un comportement qui est modifié. Donc le nudge va en ce sens. L'idée du nudge vert, du coup, c'est d'utiliser cette théorie, d'utiliser cet outil pour orienter doucement des comportements dans le sens de la transition écologique. Okay. Et ça, du coup, on contourne les biais, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de biais, et on va contourner les biais avec les nudges pour inciter à un comportement voulu. Peut-être que je peux donner un exemple, ça sera peut-être plus
plus parlant. Il y en a pas mal des nudges qui peuvent vous parler. Il y a par exemple des nudges qui vont se baser sur le biais de la pensée de groupe, donc ça s'appelle les nudges de la norme sociale, qui vont être de communiquer une information relative aux autres à un moment pertinent dans le processus de prise de décision de la cible. Par exemple, si j'arrive devant une poubelle et que je vois une affiche où c'est marqué 95% des Français trient et vous, je vais avoir envie, c'est un biais cognitif, un biais de pensée groupe, je vais avoir envie de faire partie de ces 95% et du coup, automatiquement, je vais avoir envie de trier, je vais trier. Donc, je vais devoir associer, c'est pour réduire ce qu'on appelle la notion de dissonance cognitive, réduire le gap entre ce que je pense être et ce que je fais. Si je pense être quelqu'un qui trie, je vais avoir tendance à plus trier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nudge de la norme sociale. Et qui est aussi utilisé dans les hôtels, voilà, par rapport au linge sale, voilà, je sais plus, X% des usagers laissent leurs serviettes, réutilisent leurs serviettes pour du coup derrière faire des économies d'eau, etc. Exactement. En lien avec ça, il y a un autre nudge qui s'appelle le nudge du pré-engagement qui est aussi proposé par les hôtels. C'est le fait de nous faire signer à l'arrivée une petite charte d'engagement. Donc, il y a une chaîne d'hôtels qui est assez en avance sur ce sujet-là et qui propose de signer une charte à l'arrivée du client en disant, bah voilà, tel hôtel s'engage dans une démarche de transition écologique ou de développement durable. Nous nous engageons à, pour cela, faire attention à l'eau, etc. Donc, veillez à la fin de votre séjour, mettre de côté les serviettes que vous n'avez pas utilisées. Et en fait, en signant, je me pré-engage et du coup, j'aurais plus tendance à avoir le comportement de le faire par la suite. Donc là aussi, on réduit la notion de dissonance cognitive, c'est ce qu'on appelle le nudge du pré-engagement. C'est ce que je trouve intéressant aussi ici, c'est que là, on parle des nudges qu'on peut apposer, faire signer, enfin, etc. Et j'essaye toujours de trouver des applications à ce que mes clients rencontrent. Et voilà, souvent, ils vont avoir plutôt des campagnes de communication larges. Donc, voilà, le nudge de la norme sociale, il est complètement utilisable dans ce cas-là. Faut trouver les chiffres, hein. Est-ce que dans les nudges, j'ai une question, est-ce que dans les nudges, certains inventent des chiffres pour aller dans leur sens? Ou est-ce que... Alors, c'est ça, c'est à ça qu'il faut faire attention dans l'approche nudge. Le nudge, à la base, il est beaucoup utilisé plutôt par le marketing, beaucoup par la publicité, pour encourager le comportement qui va plus dans le sens de la surconsommation, de la consommation. Oui, oui. Il y a des questions d'éthique forcément qui se posent par rapport au nudge, parce que inconsciemment, on vient jouer sur des biais cognitifs sans que la personne s'en rende compte forcément. Donc ça pose des questions de manipulation. Il y a des règles très strictes normalement à respecter dans le cadre des nudges verts, en tout cas dans le cadre des nudges qui vont encourager des comportements qui vont dans le sens de la transition écologique. Les grandes règles notamment, c'est de préserver la liberté de l'individu de suivre ou de ne pas suivre le comportement, de ne pas modifier l'information. Voilà, il ne faut pas tromper le consommateur, il ne faut pas tromper la personne, il faut toujours être dans une sincérité des informations qui sont délivrées. Voilà, ça c'est globalement les grandes règles à respecter là-dessus. Et il faut que le comportement qui soit promu aille dans le sens du bien commun, de l'intérêt général ou de l'intérêt au moins de l'individu. Parce que sinon, on tombe trop facilement dans de la manipulation. Et là, c'est des vraies questions d'éthique derrière. Ouais. Du coup, allez chercher des chiffres, ça regorge sur Internet ou alors faites vos propres enquêtes pour obtenir des chiffres qui peuvent aller dans ces sens-là. Et je trouve aussi, par rapport au nudge du pré-engagement, c'est quelque chose qui est aussi à mettre en place dans des ateliers de groupe. Voilà, c'est plutôt des interventions de ce type que les personnes qui me suivent font. Et voilà, tout de suite engagé sur un petit pas, c'est en collectif en plus. Ça va dans ce sens-là aussi de le favoriser. Et j'ai l'impression en tout cas que les nudges, il y a ces biais cognitifs et puis aussi cette volonté un peu de mâcher le boulot et justement de pouvoir... ce que j'ai compris, c'est que la partie 2 du cerveau qui est dans l'adaptatif, c'est celle qui demande le plus d'énergie. Et du coup, les nudges, ils viennent un peu ouais, voilà, réduire
cette énergie dépensée pour prendre la décision. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps dans le système 1, c'est que c'est facile, quoi. On dépense pas d'énergie supplémentaire. Donc, Complètement, complètement. Il faut savoir que le cerveau est très paresseux. Et tout ce qu'on va pouvoir faire en minimisant l'utilisation d'énergie, on va le faire. Le cerveau, c'est 2% de la masse corporelle, mais c'est 20% de l'énergie qu'on consomme par jour. Donc, au plus on peut économiser cette énergie, plus on le fait. Et la partie automatique utilise ces biais cognitifs pour réduire effectivement l'énergie dépensée par le cerveau. La partie adaptative, on utilise beaucoup plus et c'est beaucoup plus fatigant. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser des mécanismes cognitifs automatiques à des fins de transition écologique, à des fins de promotion de comportements qui vont plus dans le sens de la transition écologique, complètement. Les nudges, ça me fait aussi penser à la communication engageante. Est-ce qu'il y a des liens qu'on peut faire? Complètement. Communication engageante et nudge, c'est très lié. Alors peut-être qu'il faut faire un retour sur qu'est-ce que c'est la communication engageante et revenir encore plus loin sur c'est quoi les différents types de communication. La communication dite classique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la communication persuasive, dont l'idée c'est de provoquer un changement de comportement à travers un transfert de croyances ou d'opinions. Donc je vais essayer de t'expliquer quelque chose pour te faire changer tes croyances, tes opinions par rapport à une thématique et en espérant que ça te fasse changer de comportement. La communication engageante, en fait, c'est de la communication persuasive sur laquelle on va ajouter en amont ce qu'on appelle un acte préparatoire. Un acte préparatoire, qu'est-ce que c'est? T'en parlais tout à l'heure, c'est la notion de petit pas. Donc c'est une petite action facile et peu coûteuse pour provoquer l'engagement. Et l'acte préparatoire, en fait, il va augmenter la probabilité notamment de passer à l'acte. Alors qu'est-ce que ça peut être un acte préparatoire? Ça peut être un petit quiz, une question, la signature finalement d'une charte dont on a parlé tout à l'heure, porter un badge, faire un jeu, brainstormer. Donc là, on touche de très près la notion du nudge de pré-engagement, justement. Et ça va permettre à la personne de plus facilement passer à l'acte. Et l'idée de la communication engageante, c'est de dire qu'on ne pèse plus sur les idées pour changer le comportement, mais on va changer et on va peser sur les comportements pour changer les idées. Donc ça, c'est très intéressant et c'est beaucoup utilisé la notion de communication engageante. Je peux peut-être donner cet exemple qui est assez connu. Alors maintenant, c'est plus le cas parce que c'est un exemple autour du don d'organes. Aujourd'hui, quand on est donneur d'organes, c'était pas forcément le cas avant. Mais une des techniques qui était utilisée pour faire adhérer des personnes et obtenir une carte de don d'organes, c'était de poser, avant de poser la question est-ce que vous voulez être donneur d'organes, de faire un acte préparatoire en interaction avec la personne en lui demandant quels seraient selon vous, si vous deviez convaincre un ami de donner ses organes, quels seraient les 3 avantages selon vous. Et rien qu'en posant cette petite question, qui n'est pas très coûteuse, je peux facilement trouver 1, 2, 3 avantages, c'est un acte préparatoire qui va plus facilement m'amener à dire oui ou à signer le fait et à demander une carte de donneur d'organes par la suite. Donc ça, c'est une petite action, on vise un objectif et on essaye d'imaginer un petit acte préparatoire peu coûteux en amont qui va aider la personne à passer à l'acte derrière. Donc il y a beaucoup de liens finalement entre la notion de communication engageante et de nudge. Et je trouve que la question, elle est tellement bien posée pour aller toucher à la fois, enfin, peut-être mettre le lien entre ce que j'appelle la dissonance, c'est ah bah oui, en fait, il y a quand même des avantages à le faire, mais pourquoi moi je le fais pas? Bah en fait, Complètement. et du coup, c'est complètement applicable pour les gestes écologiques et du coup, d'aller travailler sur les bénéfices en collectif, je trouve aussi Complètement. c'est une bonne solution. Super. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la communication engageante et qui pourraient aider ceux qui nous écoutent à faire une communication qui catalyse un peu le changement de comportement? Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est peut-être les 2-3 facteurs clés de réussite dans une communication engageante pour que ça marche bien. À quoi il faut faire attention? Il faut d'abord faire attention au fait de préserver la liberté, c'est-à-dire de laisser la personne libre de faire ou de ne pas faire, de répondre ou de ne pas répondre. La deuxième chose, c'est d'assurer le caractère intrinsèque. Au plus votre acte préparatoire, au plus votre communication engageante, elle vient toucher des valeurs propres à la personne, au plus vous avez des chances de l'engager dans le changement. Il y a un autre élément, c'est de favoriser le caractère public. Ça, c'est important, c'est
Les personnes qui prennent un engagement face à un public, ils auront davantage, et ça aussi c'est la notion de biais de la pensée de groupe et de l'image sociale. Je me suis engagée alors il faut que je fasse. Donc au plus on prend un engagement en face du public, au plus on aura tendance à le mettre en application par la suite. La notion de répétition, de répéter les communications, et il faut que ça soit peu coûteux, vraiment. L'acte préparatoire, il ne faut pas que ça soit quelque chose de trop compliqué, sinon la personne ne le fera pas et ça va vraiment le refroidir dans le fait d'aller vers le comportement. Et alors, pour conclure et pour tous les professionnels qui nous regardent, on va résumer qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, notamment pour leur communication et voilà, quelque chose de pratico-pratique. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur communication? Par rapport à tout ce qu'on a dit, alors les nudges, il faut savoir, et la communication engageante, elle est tout autour de nous, hein, elle est utilisée déjà aujourd'hui par plein de professionnels. Ça peut être utilisé de plein de manières différentes, on a déjà abordé certaines méthodes. Ne pas hésiter à utiliser le nudge de la norme sociale, à travers des 95% des Français, 38% des Anglais ou autres font ci ou font ça, font tel comportement, pour que ça encourage les personnes à se projeter, à représenter, à se dire ben, moi aussi je fais partie de ces gens-là. Donc dans les communications, ça peut facilement être mis. Ne pas hésiter à utiliser le nudge du pré-engagement à travers une petite question. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce que vous connaissez sur? Pourquoi, à votre avis, faut-il changer ses comportements? Pourquoi c'est important la biodiversité? Bon, il peut y avoir plein de thématiques différentes pour ensuite les amener plutôt à s'engager. Le petit outil aussi facile de communication engageante, c'est de s'engager du coup publiquement. Donc ça peut se faire à la fin d'une formation, à la fin du webinaire. Demander aux participants qu'est-ce que ça vous inspire, sur quoi vous avez envie de vous engager, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place par la suite, suite à ce webinaire ou à cette formation. Ça peut être voilà, des manières d'utiliser le nudge, la communication engageante, pour encourager le changement de comportement. Super. Ça, le coup de la conférence, c'est quelque chose que retenez-le et finissez vos conférences par ce type de questions. Et puis, quand vous faites les mesures, enfin les enquêtes de satisfaction après une conférence qui sont souvent réalisées, posez aussi, c'est le moment aussi de poser cette question ici, en fait. C'est ce que je recommande aussi. J'ai écrit un article là-dessus, vous pourrez aller le voir sur le site, et je trouve que voilà, ça rejoint du coup ce que vient de dire Laetitia sur les nudges pré-engagement, etc. Merci Laetitia. Est-ce que tu as une actu à partager voilà, aux auditeurs? Eh bien, oui, des actus, j'en ai plein actuellement. Actuellement, je suis en train de finaliser toute une proposition de formation au Nudge Vert et l'animation et la facilitation d'ateliers pour co-construire son Nudge Vert. Donc, je proposerai ça dès septembre prochain. Donc si par hasard, voilà, il y a des personnes qui veulent venir se frotter à la notion du nudge vert et essayer d'en construire, parce qu'il y a un nudge vert pour chaque situation et comportement visé, ça sera avec grand plaisir de les faire monter en compétence sur cette thématique-là. Super. Merci, merci beaucoup. Je vous invite à aller voir, du coup, est-ce que tu as un site pour retrouver toutes ces informations? Complètement. J'ai peut-être oublié de dire ça en début de présentation, mais j'ai effectivement monté ma structure qui s'appelle Act Transition, et du coup, vous pouvez avoir toutes ces informations sur mon site internet qui est www.act-transition.com. Eh ben, merci Laetitia, et puis à bientôt pour une prochaine interview.